le demi-frère caché et jaloux, c'est selon qui a à la vérité commis le crime. Soit qu'il est un être amoral, qui, bien qu'il connaisse la culpabilité de son client, qui est naturellement un salaud de la pire espèce, va l'aider à berner tout le monde et à s'en sortir en toute impunité. Cette vision simpliste et étriquée me gronde la seconde voix, que je pressens comme étant celle de la raison, ne traduit nullement la réalité du procès pénal, car la culpabilité que ce procès entend établir est différente de celle découlant de la perception de l'opinion publique. Le procès pénal a pour but d'établir la culpabilité de la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction et d'infliger à cette personne la sanction qu'elle mérite de par la loi. On a donc ici deux phases, la culpabilité et la peine. La culpabilité dans le procès pénal ne se présume guère. Elle doit être prouvée par le ministère public qui a la charge de l'action publique. S'il est vrai que les magistrats du parquet sont de grands manipulateurs du droit, l'avocat, comme l'a dit mon confrère et ami maître Martial Gawa, n'est pas un ignorant du droit. Il pratique ses articles, les parcours quelquefois au pas de course, mais toujours est-il que dans la fourmilière, la loi lui est familière. Tous deux, ministère public et avocat, l'un poursuivant et l'autre défendant, doivent croiser le fer dans le cadre du procès pénal. Et le ministère public devra convaincre d'une part de la régularité de la procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au procès lui-même, en passant par l'instruction, et d'autre part, produire un faisceau de preuves suffisant pour attester de la culpabilité de l'accusé. Le jeu des démonstrations ici n'est pas sans intérêt, parce que la défense qu'en tant qu'avocat j'incarne se fera forte de remettre en cause les éléments dont il dispose. Quand il affirmera que l'accusé est coupable, ce dernier est devenu mon client dans le cadre du procès pénal, je lui rétorquerai « Prouvez-le ». Devant les preuves qu'il brandirait, j'opposerai « Non, cette preuve-là n'est pas admissible ». Et lorsqu'il me reviendrait d'interroger le témoin de l'accusation, j'interrogerai « Monsieur le témoin, pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu, exactement vu ?» Cela pour faire naître le doute dans les esprits et faire remettre en cause son témoignage. De ce fait, oui, je sais qui l'a tué. Mais ce n'est point là toute la question. Reste encore au ministère public à le prouver. Et si d'aventure la culpabilité venait à être démontrée, cela ne mettrait pas pour autant fin au procès pénal, étant donné que le second enjeu pour lequel la défense conserve tout son intérêt subsiste encore, et c'est la peine. La peine est la sanction attachée à la faute commise. Elle induit la notion d'imputabilité, qui est l'élément qui permet de mettre l'infraction au compte de l'infracteur. C'est un élément dont l'impact sur la sanction à infliger est considérable, et c'est encore un domaine où le débat juridique se trouve relancé et où la défense continue de présenter une certaine nécessité, et ce, malgré la certitude de la culpabilité. En effet, le ministère public ne fait que proposer la peine. C'est au juge qu'il revient de trancher. Ce n'est donc qu'une proposition et rien d'autre, et qui peut s'avérer trop sévère. Il revient à la défense, et donc à l'avocat, d'en proposer une autre, plus adaptée. L'avocat aide dans le même temps le juge à prendre une décision. Nous constatons ainsi que la seule connaissance de l'infraction commise ne peut annihiler le procès pénal et faire mettre de côté le droit à la défense pour aboutir directement à une condamnation. À ce stade de mes réflexions, j'entends, une fois encore, la voix de la morale, considérablement affaiblie par les arguments pertinents de la seconde voix qui, comme tant de coups de massue, démolissent la logique qu'elle avait établie au départ. La voix de la morale, donc, je l'entends, qui, comme dans un dernier souffle, tente le tout pour le tout. Et elle me dit, c'est un point de vue cynique, immoral, voire éhonté. Vas-tu donc confirmer que les avocats sont des êtres calculateurs et n'éprouvent aucun scrupule à défendre même les pires ignominies? Je me rends tout de même compte que la voix de la morale n'a pas tout à fait tort.
Parce qu'à la vérité, le sujet que nous traitons pose la problématique de l'éthique dans la défense. N'oublions pas en effet que si nous sommes maîtres en droit, nous sommes également des êtres humains possédant une conscience, une morale, une éthique. À la voix de la raison, la seconde voie, si prompte à défendre, l'on pourrait ainsi opposer: votre déontologie serait-elle dénuée de toute éthique et de toute morale et n'aurait-elle d'essence que la science du droit? À peine ébauchai-je cette hypothèse que la voix de la raison, loin d'être ébranlée par les relents de doute qui subsistent encore dans mon esprit, répond douce mais ferme: mais non! Au contraire, dit-elle, la défense, et même celle du criminel, si elle est une affaire de droit, est également une question de conscience humaine. Du reste, qu'est-ce que l'éthique? À cette interrogation, je réponds que l'éthique est une notion très proche de la morale et constitue un ensemble de règles censées guider la conduite, règles qui se rapportent aux bonnes mœurs, aux convenances. Cette définition posée, je me sens troublée par la révélation que je viens d'avoir. Et je considère cette seconde voie-là, la voie de la raison, comme étant celle de ma vocation. Parce que je réalise à cet instant que morale et éthique interviennent au même titre que la déontologie dans l'exercice de la défense, étant donné que la déontologie, loin d'en être dénuée, emprunte justement beaucoup à ces deux notions. Or, c'est ce conformant justement à sa déontologie qui le pousse à défendre vaille que l'avocat endosse le manteau de garant des libertés. Et à côté de cela, et nous référant à l'histoire de la profession, nous notons un autre aspect qui n'est pas sans impact sur le procès pénal, et c'est la défense de la dignité humaine. Parlant de la défense pour la sauvegarde des libertés, il faut dire que de tout temps, il a existé des franges de la population dépouillées de la possibilité de défendre, de plaider leur cause. 860 millions d'analphabètes, 860 millions d'analphabètes vivent aujourd'hui sur notre planète. Ce sont autant de personnes qui ignorent leurs droits les plus élémentaires et seraient bien en peine si elles devaient se défendre en justice, cette institution exigeant la connaissance, voire la maîtrise de la loi. Pour ces personnes aussi, il faut justice. Le bâtonnier Louis Petitty faisait remarquer, dans un discours prononcé le 12 novembre 1998, lors de la conférence organisée par l'Institut de formation en droit de l'homme du barreau de Paris et l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, dans un monde où 3/4 des populations n'ont pas accès à la justice et au contradictoire, partout, parents, anciens du village, médiateurs, se présentent pour assister, aider, réconforter. Là où les empires n'ont pas prévu d'ordre judiciaire, les témoins sont appelés devant les ordres religieux ou tribaux et viennent secourir l'accusé. Souvenons-nous des témoins exigés par la Bible ou le Coran pour justifier l'accusation ou la contester. Que dire alors de l'avocat? Comment pourrions-nous rester insensibles face à cette complainte sourde? N'avons-nous pas marqué au titre des fonctions qui nous caractérisent que l'avocat est le défenseur des libertés et des droits? Plus encore, je note que le Code de procédure pénale prévoit l'obligation du ministère d'avocat devant la cour d'assises. Pourtant, cette juridiction connaît uniquement des infractions qualifiées crimes. C'est donc que, justement, là où il y a l'horreur, les crimes les plus odieux, où la morale se trouve heurtée, la loi, elle, m'appelle à défendre. C'est pourquoi que je sache qu'il est tué devient précisément une bonne raison de le défendre. Pourrais-je alors tourner le dos à un être ayant besoin de mon ministère juste en raison de la certitude de sa culpabilité? Cela ne se peut. Ce serait à coup sûr me dévoyer des règles qui fondent la noblesse de mon art. Honoré de Balzac ne disait-il pas dans son œuvre Honorine qu'il est une loi divine et humaine à laquelle la haine fait elle-même feint d'obéir et qui ordonne de ne pas condamner sans entendre la défense?
Ici donc, ce qui préoccupe, c'est la préservation des droits de l'accusé. Eût-il tué, afin pour moi, avocat, de ne point faillir à la mission de garant des libertés qui m'échait. Toute cause, et même celle du criminel, doit être entendue. S'agissant maintenant de la défense pour la sauvegarde de la dignité, je voudrais reprendre ici avec vous un exercice que mon professeur de droit civil et confrère, maître Conan Ago, nous avait fait faire. Désirant en effet nous montrer combien la pleine application de la loi peut heurter le bon sens et la morale, il avait pris l'exemple d'un petit garçon indigent vivant dans la rue qui, un jour, tenaillé par la faim et le froid, avait dérobé une brioche sur l'étal d'un boulanger. Ah, il me souvient encore combien la classe était divisée, certains disant c'est bien dommage, mais Douralex, c'est de l'ex, quand les autres, certainement d'une sensibilité plus accrue, pensaient que summum ius, summa ignuria, les circonstances devraient constituer une excuse absolutoire. Avec un petit effort d'imagination, l'on pourrait entreapercevoir l'âme d'un procureur de la République dans les premiers, quand les seconds seraient habités de la flamme de la défense qui brûle en tout avocat. Ici donc, il s'agira, dans le cadre de cet exercice, de regarder à la personne, à la personnalité du criminel, aux circonstances ayant précédé, entouré la commission d'une infraction. Parce que l'affirmation du seul du crime, comme en l'espèce, ne nous en dit pas le pourquoi. Or, la défense au sens large fait bien souvent découvrir l'humanité dans sa plus grande vulnérabilité. Et l'on découvre que le bourreau n'est plus celui qu'on a cru. Au contraire, le criminel se révèle être la victime. Au-delà de la défense qui s'exerce dans un prétoire, en une salle du palais de justice, il se noue en dehors une relation parfois très profonde entre l'avocat et son client et qui pousse le second à se livrer entièrement au premier. Si j'en conviens malheureusement, des criminels sans scrupules et sans la moindre once de morale, il est également des personnes pour lesquelles le fait de faire face à la justice relève plus de l'incident que de la logique. Ces exemples foisonnent et noircissent quotidiennement les pages des faits divers. L'épouse régulièrement battue, qui un soir finit par se défendre et tue son bourreau de mari. La femme violée qui se retrouve seule face à son agresseur et ne se fiant qu'à l'instinct de survie, prend l'ascendant sur lui et le tue. L'époux qui, rentrant un soir, surprend un homme alors que ce dernier viole sa femme et le tue. Également, nous prendrons l'exemple de Mohamed qui a tué accidentellement. Ces personnes ont certes commis un crime, toutes ont tué, mais dans une telle situation de fragilité morale, avec un mobile si compréhensible que dans la majorité des cas, même l'opinion publique, si prompte à condamner, estime qu'elles ne devraient point passer en jugement. Pour elles, on dirait même qu'elles ont été amenées, poussées à tuer. Je pense à cette phrase de Sir Arthur Conan Doyle qui illustre à suffisance ce fait. Ce coupable-là, sans la grâce de Dieu, ce pourrait être moi. Je n'aurais pas ce regard aérien si je m'arrêtais au simple fait qu'il est tué. Si je ne m'interrogeais pas davantage pour découvrir que l'infraction commise ici l'a été pour préserver dans le tueur ce qui lui restait de dignité. L'erreur est humaine, dit-on, et l'on pourrait renchérir avec des touches disant du plus grand criminel, on entend la défense. Condamner sans entendre est une violence. L'avocat est là pour que soient pris en compte tous les paramètres qui sont les justifiés, peuvent expliquer, rendre excusable la faute commise. Quand il le fait, il aide à garantir la sauvegarde de la dignité de l'accusé, pris en tant qu'être humain vulnérable, afin d'éviter qu'il ne soit jeté en pâture à la société. Vulnérabilité de l'être, vulnérabilité de tous les êtres, car la justice aveugle pourrait ne pas le voir. Parvenez ici, la voix de l'amour, de la raison, m'ayant
totalement conquise et acquise à sa cause, je me surprends, laissant les tribulations de côté, comme m'éveillant d'un rêve. Je me surprends donc à dire, proclamer même à voix haute, mon client a tué, je le sais et je le défendrai. Je pense à cette description du rôle de l'avocat faite par Lucie Jouvet dans son œuvre Socio-anthropologie de l'erreur judiciaire et qui est la suivante. L'avocat de la défense se tient aux côtés de l'accusé. Il est son bouclier. À la fois confident et traducteur, il met en mots la parole de l'accusé. Il réinterprète les actions de ce dernier afin qu'il apparaisse au mieux devant la cour. Je fais mienne cette définition. Oui, c'est là le rôle de l'avocat que je suis. Et là où l'on serait tenté de me voir comme une personne cynique et sans conscience, je dirais, moi, que c'est justement ma conscience qui me pousse à défendre même le plus vil coupable. Le faisant, je réponds à l'appel de ma profession, mais aussi à celui de ma nation. Je participe à la préservation de l'état de droit en permettant à mon pays de ne point se trahir quand il affirme donner et garantir les mêmes droits à tous. Et il faut le savoir et même le retenir. Le droit à la défense ne s'analyse pas au cas par cas, c'est un impératif. La loi même, qui est le ciment de toute société civilisée, à travers la protection des droits individuels, mais aussi des droits collectifs qu'elle induit, loi que je prétends servir, m'invite à la défense et dans certains cas, comme devant la cour d'assises, m'implore de défendre. D'ailleurs, toutes les grandes religions révélées ne consacrent-elles pas l'idée d'un salut pour tous? C'est pourquoi il l'a tué, je le sais, et je le défendrai. Et je dirais encore, et c'est là ma réponse personnelle, au pourquoi que soulève notre sujet de réflexion, parce qu'avec le bâtonnier Louis Petiti, je fais mienne une phrase forte de Primo Levi que je m'en viens vous citer. Mais avant, il me faut vous décrire un peu l'homme qu'était Primo Levi. Il était un juif d'origine italienne qui a connu l'horreur de la Shoah. Il a été déporté dans le plus tristement célèbre des camps de concentration, celui d'Auschwitz, puis emprisonné à Monowitz, d'où il fut libéré à la fin de la guerre. Et c'est cet homme-là dont on aurait pu comprendre le plus grand scepticisme à l'égard de l'homme avec un grand H, de la justice ou du droit reconnu à tous d'être défendu, qui a pu dire « Le bourreau est un homme comme je le suis. Si je ne sais pas de le défendre ou de le comprendre, alors c'est toute l'humanité qui est condamnée et moi avec elle. » Je vous remercie. Il n'y a donc pas de cause immonde, il n'y a donc pas de cause immorale, il n'en existe pas. Monsieur le bâtonnier, je pense que la relève est assurée. Place maintenant à la récompense de nos deux secrétaires de conférence, qui va se faire par Madame le Président de la Chambre judiciaire, pour le deuxième secrétaire, et pour le premier secrétaire par Monsieur le bâtonnier Kapala. On vous aura prévenu cette fois-ci. D'accord. Deuxième secrétaire de conférence 2013, que nous applaudissons. Je suppose que nous devons mettre l'affaire à libérer. En attendant, veuillez recevoir ce débat. Et une fois un ordinateur.
Monsieur le bâtonnier Éric Kampada, bâtonnier du barreau de Marseille, remet le prix au premier secrétaire de conférence, Maître Joël Omopio, l'ICAS. Un petit mot pour Monsieur le procureur général. J'espère que vos parquetiers sont bien formés, parce que ils vont avoir du mal avec un tel talent. En ce qui concerne Joël, je vais quand même faire une petite confidence, parce que c'est extraordinaire, il faut le dire. À la veille ou à l'avant-veille du concours, il n'était pas évident qu'elle puisse se présenter, parce qu'elle devrait multiplier un peu la population de la Côte d'Ivoire. On avait donc prévenu son mari, qui est également avocat, d'apprêter une ambulance au cas où. Et c'est elle qui est sortie premier secrétaire. C'est dire que donner la vie n'empêche pas de gravir les échelons. Félicitations. Vous-même, vous avez apprécié la qualité des prestations. Ça veut dire que l'avenir du barreau est assuré dans la mesure où ceux qui vont succéder aux actuels avocats sont de haute qualité. Les prestations sont magnifiques. En tout cas, nous sommes satisfaits. Je voulais dire que vraiment, intellectuellement, il y a eu du travail qui a été fait et l'avenir du barreau tel que je l'ai promis aux avocats, en termes de formation, en termes de qualité de production, le semble-t-il est sur la bonne voie et les choses vont s'améliorer avec le temps et cela va prendre avec tout le monde. Très content d'avoir été invité. Je trouve que la cérémonie a été de très très bonne facture avec un bâtonnier de Côte d'Ivoire qui est exceptionnel, deux lauréats qui sont également exceptionnels. Et j'ai trouvé que vraiment le barreau de Côte d'Ivoire n'a pas de souci à se faire pour l'avenir, puisque vraiment si ce sont des confrères comme ça qui défendent la liberté, je crois que c'est gagné. Alors, ma présence est motivée par le fait que nous venons de signer avec le barreau de Côte d'Ivoire une convention de partenariat, de jumelage avec le barreau de Marseille. Nous allons faire des échanges de stagiaires, des échanges de bonne volonté qui vont venir d'un côté et de l'autre des deux continents. C'était donc un signe fort de la part du barreau de Marseille, ma présence étant ici pour renforcer ces liens.